Bonsoir à toutes et à tous, c'est 20h sur la RTNC. Voici les noms de la seconde combat FARDC et la c'est soit Minova ou encore Mana, les forces loyalistes continuent de pilonner les positions tenues par les actes les forces rwandaises ont été de bombardages dans le territoire des dans l'espace occupé par la population civile. Des images dans ce que dans le nord Kivu reste sous contrôle de FARDC et les patriotes Zalendo qui ont repoussé les assauts de l'armée rwandaise. Nos reporters étaient sur ligne de front à saquer les images de ces derniers verrous stratégiques qui mènent vers Goma. Dans un instant dans ce journal. À suivre également dans ce journal les résultats de la transformation de Koulouna par les services nationaux. Ces délinquants urbains transformés ont étalé tout leur talent en menuiserie et bancs en construisant la fabrication bien sûr de bancs semi-métalliques et bancs pupitres. Et ces bancs ont été remis aux écoles de Kinshasa. Des images à suivre également dans ce journal. Bienvenue à tous, la cité des Saké, jusqu'à preuve du contraire, et entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont repoussé les assauts répétés de l'armée rwandaise, des combats intenses qui ont occasionné une nouvelle vague de déplacés. Nos reporters sont arrivés sur place à Saké et ses environs dans la suite du gouverneur militaire. Suivez. Ont été enregistrés toute la journée de ce jeudi 23 janvier 2025 dans la cité de Saké et ses environs, où la coalition FARDC Wazalendo, avec en appui les forces de la SADC et FDN, ont repoussé l'armée rwandaise dont la présence était signalée dans cette entité stratégique, car considérée comme le dernier verrou qui mène tout droit vers la ville de Goma. Ainsi, pour apporter son soutien et son encouragement aux forces de défense et loyalistes, le gouverneur de province, le général-major Peter Chirimwami Kuba, est allé sur place sur les lignes de front. Selon nos sources, les forces loyalistes se comportent bien sur les lignes de front et ont le dessus sur la situation et l'ennemi qui bat en retraite. Ces affrontements, lancés depuis 3 heures du matin de ce jeudi, ont sémé la panique dans le chef de la population, en provoquant un mouvement massif de populations venant des villages environnants, l'agglomération de Saké et quelques villages de la province du Sud Kivu. La population de Goma et ses environs est appelée au calme, à la vigilance, car les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées sur plusieurs lignes de front, à Saké, Kibumba et Lubero, afin de ramener la paix de la population congolaise. Des questions également sur la situation dans la ville de Goma, par évidemment au bruit de bottes. Eh bien, constat fait. Nous sommes 23 janvier 2025, il fait 16h30 ici à l'Institut de Goma ou à Instigo, le grand rond-point de Goma. Vous voyez le mouvement tel qu'il se présente, des véhicules, des gens qui sont en mouvement, et tout le monde vaque à ses occupations. Contrairement à ce que les gens disaient que non, il n'y a plus de vie. Vous voyez la situation est totale. Il y a des gens qui sont à la Moi, j'ai commencé à travailler depuis le matin. Ici, je suis au marché. J'attends des clients pour les ramener dans leur maison. C'est vrai, le matin, il y avait une petite panique, mais la situation est normale. Hapa saa hii deja tuko mkazi depuis usubuhi tuko natumika, hakuna shida yenye iko hapa mu centre ville. Nous sommes en plein travail depuis le matin. Nous sommes au centre-ville. Il n'y a rien et les activités continuent normalement.
boga mingi kuona ginzi. C'est vrai, ça fait peur de voir les mouvements des militaires, ces va-et-vient, mais au niveau des Virunga, nous sommes là et nous travaillons. Tuko na pima pita na kubeba mtu mwamoya. Sikutumika bien comme il faut. Oui, nous sommes là au marché, nous avons étalé nos marchandises, mais c'est aux alentours des 14 heures que les gens ont pris un peu de panique. Vraiment que notre gouvernement, que l'État congolais fasse son travail. Il fait kazi yake tout comme il faut pour que vita ishe. Il est tout naomba tu. Des incursions de l'armée rwandaise repoussées par les FARDC, les notables du Nord Kivu, parmi lesquels le député national Patrick Mouniobo appelle à la mobilisation générale. Suivez. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC reste évolutive. Les combats se sont poursuivis ce jeudi 23 janvier 2025 entre les terroristes du M23 et les forces armées de la République. Des affrontements autour des Saké qui ont provoqué les déplacements massifs de la population. L'armée loyaliste poursuit donc avec sa mission de la défense de l'intégrité territoriale et des traques de l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. La peur a changé des camps. Le M23 ainsi que leurs alliés, le Rwanda, essuient des tirs des forces armées de la République et des volontaires patriotes Ouazalendo décidés à en finir avec cette barbarie. À Goma, la ville est restée calme, la population a vaqué librement à ses occupations, comme le témoigne cet élu du peuple, l'honorable Patrick Mouniomo. Nous disons et nous encourageons nos FARDC qui sont au front. Les Ouazalendo, courage, vous avez le soutien de la population. Goma est sous contrôle, la paix règne. Moi-même je suis ici et je reste avec ma population, donc tout se passe bien. Aucun centimètre du territoire national ne sera cédé à l'ennemi. C'est le credo des FARDC engagés sur différentes lignes de front. Et des appels à la solidarité se multiplient face à l'intensification des combats dans le Nord Kivu. Julien Paluku, membre du gouvernement, mais aussi notable de cette province, monte au créneau. Suivez. Depuis un certain temps, il y a eu des affrontements rudes dans les Massissi, savoir à Ngungu, plus loin à Bweremana, jusqu'à traverser vers le sud Kivu à Minova. Et depuis quelques moments, il y a des affrontements autour de la cité de Sac, située à 27 km de la ville de Goma. J'ai fait cet appel pour appeler à la solidarité de toute la population envers les forces armées. Mais ce n'est pas au discours de division. Mobilisons-nous comme c'était à l'époque, qui avec son carton de biscuits, qui avec sa bouteille d'eau, qui avec sa boîte de sardines, pour que nous puissions soutenir nos forces armées afin de bouter dehors l'ennemi. La République ne pleurniche pas, la République s'organise, et ce qui est en train d'être fait maintenant. La population donc est appelée à soutenir son armée parce que c'est la seule armée que nous avons. Nous n'aurons pas une autre armée si ce n'est celle-là qui défend l'intégrité du territoire. Voilà donc cet appel que j'ai fait pour éviter la panique, pour éviter de céder au discours des rebelles qui démoralisent tout le monde comme si c'est la fin du monde. Il faudrait que nous considérions que cette République nous appartient et nous la défendrons jusqu'au sacrifice suprême. Mesdames et messieurs, c'est cet appel à la solidarité, cet appel à la consolidation de ce que nous avons comme conviction envers la République que j'ai fait envers l'ensemble du peuple du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui est victime de cette guerre injuste qui nous est imposée par une agression que tout le monde connaît, l'agression rwandaise. La question sécuritaire dans le Nord Kivu, on en parle également à Kinshasa et cela est sur toutes les lèvres des Kinois. Ces derniers ont été interrogés par nos reporters sur le terrain. Suivez. Nous sommes tous peinés par la situation actuelle de ce qui se passe à l'est du pays. Vous voyez. D'ailleurs, tout à l'heure, il n'y a même pas 2 heures du temps, on a appelé nos amis qui sont de l'autre côté pour s'imprégner de la situation. Et on nous a donné la situation, donc on est vraiment des cœurs avec nos frères, nos mamans, nos papas, nos jeunes frères, nos sœurs qui sont de l'autre côté, qui souffrent tout le temps. Et ce sont vraiment des victimes. Il faudra vraiment que l'État fasse quelque chose. Nos militaires, nous les encourageons. Mais nous connaissons aussi notre situation. Nous savons comment est-ce qu'ils sont en train de souffrir.
l'État doit faire quelque chose. Nos encouragements à nos frères qui sont dans la partie est du pays, qui gardent espoir, nos vaillants militaires sont à pied d'œuvre pour que le calme revienne à Goma. Dieu également ne les abandonnera pas, nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes dans l'Est. Ça fait mal. Dieu va le protéger, je suis sûr. Que nos vaillants soldats de FARDC vont mettre hors état de nuire tous les ennemis de la paix. Nous sommes touchés par la situation dans l'Est. Nos encouragements à nos compatriotes de l'Est. Nous encourageons nos vaillants soldats de FARDC ainsi que le chef de l'État pour les efforts consentis. Courage et belé, et nous soutenons le FARDC pour vaincre l'ennemi de la paix. Invité des Radio France Internationale, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, charge le Rwanda et parle d'un agenda criminel de Paul Kagame dans le massacre dans la partie est du pays. Patrick Muyaya était interrogé par notre confrère Christophe Boisbouvier. Suivez. Le président Kagame, qui ces derniers jours n'a plus de caractère taiseux, a besoin de s'exprimer, il est fait maladroitement. Parce que non seulement qu'il a manqué d'égard au président angolais, qui était bien mobilisé dans le cadre de ce processus, mais sa sortie médiatique, c'est illustratif justement de son état d'esprit qui est pleinement dans la bassesse, parce que lorsqu'on commence à verser dans l'insulte à ces niveaux de responsabilité, c'est illustratif justement du caractère, passez-moi l'expression, un peu mégalo qui le caractérise. Mais je pense que tout ça doit être arrêté, y compris par la communauté internationale, parce que c'est cette attitude des nervosités qui pousse à ce qu'il y ait plus de massacres, parce que lorsque vous parlez, par exemple, de la prise des Minova, c'est que vous ne voyez pas, c'est qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des massacres systématiques qui sont opérés sur le jeune volontaire de défense de la patrie qu'on appelle Wazalendo. Des rapports qui nous sont parvenus, en tout cas par des observateurs qui sont localement, qui nous ont parlé des 70 à 90 jeunes. Vous savez que, par exemple, dans cette guerre, le Rwanda a démontré de plus en plus que c'est véritablement l'empire et l'industrie du mensonge qui, de manière régulière, pompe à peu près 1000 tweets par jour, ce que moi j'appelle depuis quelques jours le poison rwandais, la manipulation, la désinformation, le mensonge qui est revendiqué au plus haut niveau du pouvoir. Mais l'idée ici, c'est qu'on ne devait plus justement être dans ce cadre-là, dès lors qu'on avait choisi le cadre du processus de Luanda. C'est pour ça qu'il est important que le Conseil de sécurité, que la communauté internationale puisse tirer des conséquences dans l'immédiat du caractère inutilement belliqueux du président rwandais qui s'est traduit de toutes les manières, y compris par son langage que vous avez relevé tout à l'heure, c'est qui est contraire justement à tout ce qui est mis sur la table comme principe pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC. Vous avez rectifié avec moi, c'était plutôt avec Marc Perelman de France 24 et non Christophe Boisbouvier. Concernant toujours la situation dans la partie est du pays, l'Afrique du Sud s'est dit préoccupée par la violence dans la partie est de la RDC. Le vice-premier ministre de la Défense Guy Kabombo Mwadiamvita a échangé avec son homologue sud-africain. Des échanges qui ont tourné autour de la présence du contingent sud-africain dans la partie est du pays. D'autres détails avec Sandra Nyangui. Aussitôt revenu de son itinérance au Congo central, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadiamvita, a reçu son homologue sud-africaine, Angie Motshekga, dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de la défense entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Une visite à mettre dans la droite ligne du renouvellement du mandat de la MONUSCO, où les contingents brigades d'intervention rapide, membres des forces de défense nationales sud-africaines, agissent pour le compte de la MONUSCO à Béni. La patronne de la défense sud-africaine va se rendre ensuite dans la ville de Béni au Nord Kivu, où elle va s'entretenir avec la brigade d'intervention rapide sud-africaine rattachée à la MONUSCO sur les mesures à prendre face à leur agissement sur le terrain et le strict respect des accords de coopération bilatérale en matière de défense.
S'en est suivi une séance de travail à huis clos entre les deux hautes personnalités en présence du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Jules Banzamouy Lamboué et le chef d'état-major général sud-africain. De ces échanges, rien n'a filtré. Et fini le conflit intercommunautaire dans la province de la Chopo et ailleurs. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, était avec les protagonistes pour parler de la paix sur place. Suivez. Face au conflit persistant entre deux communautés, les Mbole et les Longela, la paix reste le seul rempart. Et Jacques Chabani joue au sapeur-pompier. En prélude de la signature de pacte de paix qui sera signé dans les tout prochains jours, les deux communautés ont enterré leur hache de guerre devant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacques Chabani. Cette signature marque le retour de l'entente et de la cohésion entre les deux parties. Cette rencontre a permis de mettre en œuvre dans un bref délai des recommandations pour la paix durable dans ces coins du pays, notamment le retour de plus de 8500 déplacés, soit 1500 familles victimes des affrontements. Le retour de ces déplacés et leur installation dans les sites seront pris en charge par les FONAREV. Le patron de la territoriale, maître Jacques Chabani, a appelé à l'implication de tous et a invité les parties prenantes à travailler d'arrache-pied pour matérialiser ces recommandations, gage d'une paix durable et du développement de la province de la Chopo. Cet engagement qui sera signé entre ces deux parties est les résultats du forum de paix et de réconciliation organisé en décembre dernier par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacques Chabani, dans la province de la Chopo. C'est désormais une réalité. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État a un nouveau siège en Mbandaka dans la province de l'Équateur, bâtiment inauguré par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Nadine Kilocho nous parle des activités menées sur place par le vice-premier ministre. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou est arrivé ce mercredi 22 janvier 2025 à Mbandaka pour inaugurer l'agence provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, en SIG. Le président de la République en personne avait accepté de nous honorer en procédant à la pose de la première pierre. Aujourd'hui, je viens inaugurer ces bâtiments qui est sorti donc de terre, symbole de la renaissance de notre pays. Le président de la République souhaite avoir une administration publique forte. Après l'aéroport, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'est rendu à l'ISP Mbandaka pour sensibiliser les chefs de division et les chefs de bureau de l'administration publique de l'Équateur sur les différentes réformes amorcées à la fonction publique sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la coordination de Madame la Première ministre Judith Suminwa, notamment la maîtrise des effectifs, la fluidité de la retraite, le rajeunissement qualitatif et compétitif, sans oublier la branche des risques professionnels. C'est ensemble que nous allons nous battre pour que cette concrétisation soit collective et que derrière le président de la République, nous puissions véritablement réconcilier nos compatriotes, les fonctionnaires, avec l'avenir et l'espoir. Cette activité d'itinérance en province permet au vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou d'être proche de ses administrés. Les constructions anarchiques, la nuisance sonore, l'obstruction sur la voie publique, désormais des sanctions visent votre portefeuille. Vous devez payer alors des amendes en cas de non-observance. Le ministre en charge de la politique de la ville a discuté de ces sujets avec le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, Luzen Tsakala et Jean-René Kabomba. Faisons suite à l'inspection de la voirie urbaine par le chef de l'État et après les constats déplorables, le ministre en charge de la politique des villes, Didier Tengetelito, veut à tout prix voir les instructions données par Félix Tshisekedi être appliquées à la lettre. C'est l'essence de sa rencontre avec le ministre d'État, ministre de la Justice. Nous parlons notamment des textes au niveau de la ville. Nous apportons protection de l'environnement, l'assainissement de la ville de Kinshasa. Mais vous avez le décret du 8 mai 2014 qui sanctionne notamment les nuisances sonores et vous avez la loi de 2011 sur la protection de l'environnement aussi au niveau national. Toutes ces lois combinées rendent obligatoire l'assainissement dans le milieu dans lequel vous êtes. Donc ça veut dire que les chefs de quartier ont l'obligation de veiller en fait à ce que les quartiers soient propres et les bourgmestres aussi, et ils ont les textes pour lesquels ne pas le faire. Les amendes vont jusqu'à 50 millions de francs congolais, les peines privatives de liberté jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Par ailleurs, le ministre de la Ville était en face des chefs des rues, chefs des quartiers et du bourgmestre de la commune de Kinshasa.
Tous ont reçu de nouvelles instructions relatives à l'assainissement de la ville capitale. Sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République et sous la coordination de son Excellence Madame la Première Ministre, de mettre un cadre de concertation dans le cadre notamment de la formation des chefs de rue et des chefs de quartier ainsi que des bourgmestres pour avoir des résultats. Chemin faisant, le ministre a ordonné la destruction d'une clôture en tôle qui envahissait l'espace public sur l'avenue de la Justice à hauteur de la rivière Gombe et a inspecté un chantier dont l'immeuble s'est effondré. Au bâtiment pour le secrétariat général aux affaires foncières, les rumeurs évoquent sur place les passages d'une voie ferrée. Vrai ou faux, Rodé Panda nous en dit un peu plus. Le secrétariat général des affaires foncières et la circonscription foncière d'Engaliema manquent d'adresse stable. Pour répondre à ce besoin, un arrêté avait été pris depuis février 2024 permettant l'occupation et la construction des bâtiments sur les sites Massamba, quartier Basoko dans la commune d'Engaliema à Kinshasa pour l'administration du secrétariat général et aussi la circonscription foncière d'Engaliema qui travaille dans des conditions inacceptables. Après les études approuvées par tous, la première pierre a été posée en présence des députés nationaux. Le train peut passer même au-dessus là-bas, il n'y a pas de problème. Les rumeurs propagées sur la toile sur l'incompatibilité de construire sur ce terrain à cause de la voie ferrée, les problèmes d'expropriation des tierces, toutes ces allégations sont fausses, souligne le secrétaire général Gérard Mugangu. Il n'y a pas de raison que les gens puissent s'alarmer. L'occupation de cet espace a été acceptée par tous les services, en commençant par l'ONATRA lui-même. Les conservateurs d'Engaliema, Katanga, renforcent les éclaircissements. Mais nous sommes étonnés. Toutes ces vidéos, toutes ces personnes qui parlent et sans même chercher à s'informer de la réalité du problème. Et si ce bâtiment nous vient, c'est pour que nous puissions travailler dans de très bonnes conditions. Pas d'inquiétude sur le plan technique, martèle Moderne Construction, l'entreprise qui exécute les travaux. Nous sommes entrés en contact avec l'administration de l'ONATRA qui nous a dit que cette voie était toujours exploitable dans les jours à venir. Les études de faisabilité sorties concluantes avec l'accompagnement de l'ONATRA SA pour la protection de la voie ferrée. Les travaux en marche. Dans quelques jours, on aura un nouvel immeuble pour abriter l'administration foncière de la RDC. Le renforcement des capacités des experts comptables, une question existentielle pour cette profession. On en parle à travers cette formation organisée par l'ONEC. Jacques Tubobamiji. 3 jours ont permis aux experts comptables de s'imprégner au maximum des normes comptables internationales du secteur public à caractère non commercial. Les participants ont appris le principe fondamental sous-jacent à la préparation des états financiers, notamment l'hypothèse de continuité d'exploitation, la cohérence de la présentation et de la classification, la comptabilité d'exercice ainsi que l'agrégation et l'importance relative. Avant, jusqu'à maintenant, les États ou bien les organisations, les entités du secteur public faisaient de la comptabilité de caisse. Et quand on fait de la comptabilité de caisse, il y a quelques lacunes. Donc quand on va en comptabilité en droit constaté ou bien en comptabilité d'engagement, on a beaucoup plus d'éléments, donc ce qui fait qu'il y a plus de transparence. Et puis, c'est plus un élément qui permet aux décideurs de prendre de meilleures décisions. La bonne gouvernance rime avec la transparence financière qui est tributaire de la bonne tenue de la comptabilité conformément aux normes appropriées. L'ONEC est dans le processus d'adhésion à l'IFAC. Et parmi les conditions, l'IFAC nous demande de pouvoir faire la promotion des normes comptables internationales dont les IPSAS. Cette formation sur les normes comptables internationales a été sanctionnée par la remise aux participants des attestations de participation. La Direction générale des institutions financières nationales du Congo, nous sommes de l'autre côté du fleuve Congo, s'inspire de l'expérience de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances de la RDC. Edith Chala nous en dit un peu plus. Le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda, a commencé par remercier le directeur général de la Direction générale des institutions financières nationales du Congo-Brazzaville pour l'intérêt qu'il manifeste à l'endroit de l'ARCA, tout en rappelant sommairement les temps forts de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, de sa création jusqu'à la configuration actuelle du marché des assurances en RDC. Il s'est dit disposé à partager son expérience, notamment sur les aspects
de la régulation du secteur des assurances, du contrôle des assurances obligatoires et de la lutte contre l'évasion des primes d'assurance. Donc nous sommes venus ici pour comprendre comment cette structure a évolué et comment surtout cette structure peut nous aider à nous-mêmes favoriser la digitalisation de la régulation des assurances au Congo-Brazzaville. Jean-Pierre Nololt, directeur général de la Direction générale des institutions financières nationales du Congo-Brazzaville, a pour sa part exprimé sa profonde gratitude au directeur général de l'ARCA pour sa disponibilité, son ouverture d'esprit et surtout a félicité le travail de qualité accompli en un laps de temps. Il s'est dit prêt à profiter au maximum de cette opportunité pour puiser les bonnes pratiques afin d'optimiser la régulation et le contrôle des assurances dans son marché, le Congo-Brazzaville. Vous l'avez sans doute vu, il s'agit d'une vidéo qui a fait le tour de la toile. C'est celle d'une femme violentée par des agents de l'ordre, acte qui n'est pas resté impuni. La ministre du Genre, Enfants et Famille est allée au chevet de cette victime. Christine Lezo. Dans ces images, il ne s'agit pas d'une maladie, il s'agit d'une femme détenue dans un cachot et copieusement tabassée par le commandant Prince du poste de la police Mbata dans la commune d'Engaba. À la base, une dispute avec sa concubine. Aussitôt informée de ces drames, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, est allée au chevet de Régine Moussouamba, âgée de 27 ans et mère de 3 enfants. La ministre étant alertée fort de cette situation, Léonie Kandolo a réagi. Nous estimons que ce sont des choses inacceptables. Nous avons entendu le message du général de la police qui nous a dit qu'il fallait dénoncer tout ce que la police fait contre les citoyens. Parce qu'il n'est pas normal qu'un petit groupe de personnes, de policiers, ternissent le nom de la police et du gros travail qu'elle fait. Après un échange de près d'1 heure, la ministre a réconforté la victime. Pour la ministre du Genre, Famille et Enfants, le président de la République et la première ministre militent pour le bien-être des femmes. C'est inacceptable qu'un groupe de policiers ternisse l'image de la police en RDC. La patronne du genre, qui avait à ses côtés le secrétaire général du genre, Madame Esther Kamwania, sollicite des autorités judiciaires la rigueur et la transparence dans le traitement de ces dossiers. Dans sa suite, elle avait le bourgmestre de la commune d'Engaba. La traite des êtres humains, une réalité en plein 21e siècle. Il s'agit là d'une entreprise funeste où il y a passeurs, acheteurs et autres. Eh bien, certaines victimes ont été rapatriées du Congo-Brazzaville et reçues par la conseillère du chef de l'État en matière du genre, Chantal Yelomoulop. On en parle à travers ses commentaires. Suivez. 2025 déclaré l'année de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, violence faite à la femme et traite de personnes, Chantal Yelomoulop, a reçu dans son cabinet de travail Madame Bernadette Poundou, vice-présidente de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo, FECAN sigle. Et je crois que cette campagne a vraiment touché la sensibilité de Madame, de son Excellence, parce qu'elle aussi, elle avait des points, elle a des points sur lesquels qui touchent vraiment l'entrepreneuriat. Parce que vous le savez, elle encadre les jeunes, elle encadre les femmes, etc. Donc, nous nous sommes retrouvés à mettre ensemble tout ce que nous voulons faire ensemble pour faire accroître l'entrepreneuriat cette année. Voilà en gros. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le peuple congolais a des fils et filles qui sont réellement millionnaires, qui sont connus. Nous avons M. Patrick Kassamba qui va ouvrir bientôt une usine de transformateurs électriques et qui est le fournisseur de la plupart des industriels et miniers ici en République démocratique du Congo. Cet ensemble de programmes permettra aux jeunes Congolais de s'épanouir dans leurs différents projets d'entrepreneuriat. Et cette question, où en est-on avec la couverture santé universelle? Eh bien, l'heure est à l'évaluation des actions posées durant l'année 2024 et aux perspectives pour l'année 2025. Images et commentaires.
Après les avancées avec le programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né en 2024, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à la prise en charge des militaires et policiers et autres agents publics à partir de l'année 2025. En quoi les grandes commissions réunies ces jours par le coordonnateur national de la couverture santé universelle peuvent contribuer à cette mission salvatrice? Le docteur Polydor Mbongani Kabila répond. Merci pour la question. Comme vous l'avez si bien dit, effectivement, l'un des grands objectifs que nous voulons atteindre en 2025 dans le cadre de la couverture santé universelle, c'est la prise en charge des agents publics de l'État, de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il faut une approche multisectorielle qui nous permettra d'abord de déterminer quels sont les différents paquets de soins pour les différentes catégories de ces populations, mais aussi voir quelles sont les interventions primordiales sur lesquelles nous devons financer les interventions de santé. Et donc nous devons travailler avec les autorités ou les administrations de tous ces secteurs pour être en mesure d'intégrer leurs interventions et c'est là le but des commissions. Exercice 2025, plusieurs défis sont signalés quant à la pérennisation avec les allocations budgétaires de l'État mises à la disposition du Conseil national de la couverture santé universelle en présence de plusieurs participants venus de la présidence de la République, de la primature, du ministère et du secrétariat général de la santé ainsi que des experts. Le coordonnateur du Conseil national de la couverture nationale santé universelle, le docteur Polydor Mbongani Kabila, a également évoqué les perspectives d'avenir afin de consolider le travail des grandes commissions. La République démocratique du Congo, grand pays producteur du pétrole, eh bien l'assertion est encore au stade du potentiel. Un atelier a été organisé autour de ces sujets ici à Kinshasa. Marie-Louise Mbela. La décision du gouvernement de la République démocratique du Congo de poursuivre et d'intensifier ses investissements dans l'extraction du pétrole et du gaz a suscité des débats passionnants lors de cet atelier dédié à l'avenir de l'exploitation de ces ressources précieuses à l'homme de l'accord de Paris. Il est impératif que cette démarche ne compromette pas l'engagement ferme de la RDC envers cet accord crucial pour la protection de notre planète. C'est dans cette optique que Sarwa, une organisation non gouvernementale engagée pour la bonne gouvernance des ressources naturelles, a eu l'initiative de ces cadres d'échange dynamiques. Les participants, réunis dans un esprit de collaboration, ont exploré des mécanismes innovants pour baliser l'ambition de la RDC d'étendre l'exploitation des hydrocarbures tout en prenant une approche responsable et durable. Tous ont reconnu que des droits de l'homme des régions pétrolières doivent être scrutés des peuples, revêt également une importance capitale. Nous sommes un pays important dans la résolution. Il faudrait que les forums internationaux, nous ayons une politique très claire qui intègre tous les ministères parce que le changement climatique est transversal. Les voix des la société civile, des scientifiques, des représentants des communautés locales ont été entendus, soulignant l'importance d'une approche inclusive et respectueuse des droits de chacun. À l'issue des travaux de cet atelier organisé par Sarwa, un rapport riche de recommandations concrètes et éclairées est attendu. Pour Sarwa, l'avenir de l'exploitation pétrolière en RDC doit être façonné par une vision qui place le bien-être des communautés et la préservation de notre environnement au cœur des priorités. Voilà qui met un terme à ce journal de 20h sur la RNC. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Les procès rendez-vous c'est à 23h et demain à 7h. Excellent sur les programmes de nos antennes. Bonsoir, suivez-vous.